Merci à tous pour cet après-midi. On a balayé de nombreux sujets. Si on pouvait faire juste sur le fond, là, pour la lumière, sur le slide. Voilà. Donc, on revient un petit peu la présentation générale de tous les sujets qui peuvent couvrir la durabilité des ressources minérales. Moi, ce que j'ai retenu cet après-midi à travers tous nos conférenciers, c'est le mot complexité. Je crois que c'est un fil rouge qui nous lie les uns les autres, autant pour les aspects ressources naturelles qui deviennent de plus en plus complexes à travailler, à identifier, autant pour leur exploitation de plus en plus complexe, avec des technologies de plus en plus sophistiquées. Et puis après, au niveau du recyclage, on arrive à des solutions très complexes. Donc je crois que le mot complexité est des collectes, une collecte très différenciée, très spécifique, très diversifiée. Je crois que ce mot revient très souvent. Alors, comme on a abordé pas mal de sujets, on peut logiquement regarder peut-être d'abord le problème de la complexité des ressources naturelles. On a regardé un petit peu l'aspect métaux rares. Je vais peut-être laisser parler Frances. Just if you can just have a few words about the complexity of the new deposit, as you mentioned the rare earths or the niobium. So, what do you think about the next generations? Challenging the fact that today, when you have a deposit of niobium like Arasha, they have a resource for 500 years. So do you think it's a challenge really for the rare metals, the scarcity of the resources? So I think for the rare metals, there's no question that we're going to run out of anything. So running out isn't the problem. The problem is using the best resources in the best way. So it's the resources of energy and water and all the things that we've been talking about that will limit what can be provided. And I think that's a straightforward economic assessment. And then it's also an assessment of what people will be allowed to mine. So that comes back to the responsible sourcing argument as well. So just the same things apply to those specialist metals, same kind of issues as apply to the major ones, I think there. On peut aussi prendre sur les ressources sous-marines l'étendue des recherches récentes, là, depuis les 10 dernières années en termes d'exploration. Des investissements ont été faits d'une façon très importante, donc des licences d'exploration ont été ouvertes. Mais il semble que les coûts d'exploration encore aujourd'hui, ne serait-ce que sur l'exploration, semblent rédhibitoires pour lancer des exploitations d'ici 10, 15, 20 ans. Oui, enfin ça dépend du sujet. L'exploration passe par l'évaluation et comme je l'ai montré dans ma présentation, l'évaluation implique des résolutions qu'on n'avait pas ne serait-ce il y a que quelques années. Donc si on prend le cas des nodules, on peut dire la ressource, on peut sortir des chiffres, mais si on veut penser ressources en termes de ressources effectivement exploitables qu'on peut ramasser, ça passe par des cartographies à résolution métrique, voire moins, dans les zones qu'on connaît déjà. Donc il y a encore du travail que j'appellerais évaluation entre la phase exploitation et la phase exploration dans laquelle on se trouvait. Mais pour autant, on sait quand même, vous avez vu que la plupart des permis sont dans la même zone, sauf un, dans le Pacifique, donc on sait où ils se trouvent. Ce qui reste à faire, c'est du travail détaillé. Après, c'est à 5000 mètres de fond. L'autre volet important du coup, c'est tout ce qui est remonter les nodules, enfin, ou autres échantillons de 4 ou 5 000 mètres de fond, même de 2000 mètres de fond, c'est rédhibitoire. Mais le travail en mer, l'exploration, effectivement, ça coûte cher, c'est une chose, mais il y a un point que je n'ai pas mentionné, mais qui a été mentionné à plusieurs reprises par les uns ou les autres depuis ce matin, c'est que, par exemple, il y a une vingtaine d'années, il y avait un modèle économique qui a été fait pour les nodules, où on montrait que le coût de ramassage, avec des technologies qui avaient été regardées de près,
Ça représentait, je crois que c'est de l'ordre de 20% ou un peu plus du coût d'une opération minière. Le coût du transport, je crois que c'était de 15%. Et le vrai coût dimensionnant, c'était en réalité le coût du traitement du minerai, qui représentait, selon les modèles, entre 50 et 60% du coût de l'opération minière. Donc le coût sur le terrain, oui, mais le coût du traitement des minerais est encore plus complexe. Alors on trouve le mot complexe, d'autant plus qu'à l'époque on pensait essentiellement à cuivre et nickel pour les nodules, mais on sait qu'il y a d'autres métaux potentiellement intéressants qui seraient dans le résidu. Alors est-ce que ce résidu on le traite? Est-ce que ça vaut le coup de le traiter? Voilà, donc je voulais simplement souligner, effectivement, d'aller en mer, ça coûte cher, mais enfin, de creuser une mine à terre à 1000 mètres de profondeur, ça doit coûter aussi assez cher. La grosse différence avec le terrestre, c'est qu'un bateau, quelque infrastructure qu'on développe passe par le bateau, ça se déplace. Donc là, on pourrait éventuellement discuter de comment transposer le modèle de mine qu'on a à terre dans un modèle de mine terrestre. Mais je ne dirais pas que je renvoie la balle sur Terre, mais le coût du traitement est un coût extrêmement central, important. On en a, je crois qu'il n'y a pas des gens d'Eramet ici dans la salle, mais j'ai un peu côtoyé, discuté avec eux. C'est quelque chose qui est central, enfin pour le marin, mais probablement pas plus pour le marin que pour les autres. Donc après, effectivement, se pose ce problème du coût énergétique de ces exploitations. Donc on tombe sur l'énergie. Quelle énergie pour demain pour exploiter ces ressources plus complexes? Parce que même si on améliore les technologies de récupération, il y a une limite énergétique où il ne faut pas en dépenser plus d'énergie que ce que les matériaux vont nous donner. Dans chaque métaux, cette équation se pose. Donc on voit dans les ciments qu'on travaille énormément sur la réduction des coûts énergétiques. Ça, c'est une évidence parce que vous êtes de très gros consommateurs énergétiques, mais vous êtes aussi un recycleur fantastique de produits, de déchets, dont on doit tirer au mieux les sources énergétiques, les pneus, là vous avez cité la vache folle. Donc c'est des voies où on montre qu'on doit combiner les industries minérales et l'industrie de l'énergie. Oui, absolument. Je n'ai pas donné de chiffres tout à l'heure sur le mix combustible, mais cette introduction de combustible secondaire a commencé dans les années 85. Elle est passée par un pic relatif dans les années 2000 où on a atteint 35% des gigajoules consommés. Ce n'est pas beaucoup. Aujourd'hui, la moyenne nationale est plutôt à 40 et certaines usines en pointe sont aux alentours de 70. La moyenne allemande, c'est 77. Donc on voit là, je dirais, les aspects culturels. Quand on compare l'industrie cimentière allemande, l'industrie cimentière française, on est sur le même process, on est sur les mêmes matières. Eux échangent sur le process, nous on échange sur le produit. Et quand on fait des réunions communes, chacun s'étonne des pratiques de l'autre, c'est-à-dire que nous, en France, il ne nous viendrait pas à l'esprit entre Lafarge, Holcim, Vicat, d'échanger sur le process, chacun a ses petites recettes. Eux, ils ne font que ça. Et c'est tout à fait représentatif. Et d'ailleurs, on voit bien sur les combustibles secondaires, ils sont très en avance par rapport à nous. En revanche, en termes de produits, on est bien plus avancé qu'eux en termes de diminution du taux de clinker. Voilà, c'est assez représentatif. Et ce n'est pas limitatif au combustible. C'est-à-dire que cette recherche du must de la matière qui serait hydraulique a des impacts aussi sur la broyabilité. Et bien évidemment que le clinker, le laitier de haut fourneau constituent des matières assez difficiles à broyer. Quand on utilise du métakaolin et du calcaire, on va diminuer mécaniquement, au sens fort du terme, la consommation énergétique. Donc on essaye d'avoir une cohérence à la fois thermique, mais énergétique en termes de consommation électrique. Mais on va rester quand même dans l'industrie lourde. Donc la virole de broyeur avec ses 150 tonnes de boulets, il va falloir quand même la mettre en œuvre. Donc on attend de l'optimisation, c'est pour ça que j'ai utilisé ce terme. A priori, on n'attend pas de révolution.
Il y a eu une initiative récemment qui a concerné l'activation de certains matériaux par les alcalins, et ça a donné lieu à toute la gamme de ce qu'on appelle aujourd'hui les géopolymères. Quand on prend en compte tous les éléments, alors les géopolymères, c'est finalement la fabrication d'un liant hydraulique à froid, on ne chauffe plus, on fait réagir sur un laitier ou une cendre volante une solution de soude et d'awash. Sauf que pour que ça soit pratique, il faut que la solution soit entre 10 fois et 12 fois molaire. Les impacts environnementaux ne sont pas tout à fait neutres, donc je ne suis pas certain que d'aller répandre, même accidentellement, des solutions 12 fois molaires de soude dans la nature, ça soit tellement mieux que d'émettre 850 kg de CO2 par tonne de clinker. L'argument est un petit peu excessif, mais voilà, il est là pour effectivement faire prendre conscience aussi que cet aspect du développement durable est un aspect complexe. Et aujourd'hui, c'est ce que je disais à Française tout à l'heure en aparté, on est en train de travailler sur la mise au point d'un indice complexe qui sera évalué sur la base de 5, 6, peut-être 7 axes. Chacun de ces axes étant pondéré en fonction éventuellement de la culture du pays dans laquelle on va se trouver. Mais on est en train de mettre en place cet indicateur. Et cet indicateur complexe va prendre en compte la grandeur énergétique, la grandeur électrique, les émissions de CO2, mais l'acceptabilité sociale. J'étais hier en Rhône-Alpes, entre Lyon et Grenoble. Ils viennent de faire un investissement qui est absolument, que je trouve assez remarquable, d'une nouvelle carrière de calcaire qui est à 8 km de l'usine. Donc ils ont besoin d'un transporteur. Donc tout de suite, le transport par camion a été éliminé. Ils ont donc mis en place un transporteur. Et un transporteur, c'est quand même une sacrée barrière dans le paysage, sur 6 km. Eh bien, ils ont eu l'intelligence d'utiliser une ancienne voie ferrée qui était dans une tranchée. Et tout est couvert et capoté, ce qui fait que le projet a été conçu dès le départ comme ça, avec les associations d'environnement locales, et les contraintes ont été faites de manière conjointe. Donc voilà, ça fait partie, et ces éléments-là font partie de notre indicateur complexe. Effectivement, vous avez aussi cité l'Allemagne. Ça me permet de rebondir sur la transition énergétique. Donc, on a eu une belle démonstration à terme d'une grande transition énergétique, là, sous les 40 ou 50 ans. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut dire que les Allemands sont les leaders européens dans la transition énergétique. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'ils consomment de plus en plus de charbon pour maintenir une base de production électrique très importante, avec les conséquences des mines de lignite qui sont gigantesques en Rhénanie, et où l'acceptabilité sociale devient de plus en plus difficile, puisque là, on rase des villages pour faire des trous à la place. Donc, comment on peut gérer effectivement cette transition énergétique selon les courbes que l'on a pu voir à travers soit le solaire, soit la combinaison du solaire et de l'éolien, et le fait que la démonstration aujourd'hui montre que l'Allemagne a besoin de plus en plus de charbon. Là aussi, c'est une question complexe. L'Allemagne, c'est pas forcément un guide au niveau européen. En tous les cas, c'est un précurseur. Ça, c'est clair. Ils ont fait leur transition sans demander l'avis aux pays voisins. Et leur objectif en faisant cette transition, c'était un objectif national. Ça peut être de réduire, par exemple, la production d'énergie nucléaire. Ça peut être... voilà. Donc les raisons pour lesquelles ils ont fait cette transition leur appartient. Alors après, comment on gère cette transition? Effectivement, c'est difficile, puisqu'il y a un problème d'intermittence, puisqu'il y a un problème de... Donc il faut assurer les périodes où il n'y a pas de vent et les périodes où il n'y a pas de soleil. Effectivement, il faut avoir il faut quand même produire de l'énergie. Les périodes où il y a beaucoup de vent et il y a beaucoup de soleil, c'est également un problème, parce qu'il y a un surplus de production. Et je vous rappelle quand même qu'en 2006, il y a eu un blackout européen qui venait quand même d'un problème de surproduction éolienne au nord de l'Allemagne, avec une cascade qui a fait un blackout jusqu'au Maroc quand même. Donc il faut apprendre. Il faut probablement apprendre en conduisant. Je pense que c'est des choses qui doivent s'anticiper. Bien sûr, il ne faut pas aller trop loin, mais je pense aussi qu'on découvre les problèmes au fur et à mesure où on les crée. Alors maintenant, pour revenir au problème de la lignite, l'Allemagne, elle est équipée aussi de centrales à gaz extrêmement performantes.
Après, c'est un problème de coût du combustible. Si c'est plus économique de remettre en route des vieilles centrales à charbon plutôt que d'utiliser les centrales extrêmement performantes à gaz qu'ils ont sous la main, voilà, c'est un problème économique. Donc c'est pour ça que c'est peut-être politique, complexe. Parce que le gaz, il vient de Russie. Ça peut être un problème politique aussi, oui, tout à fait. Après, si vous voulez bien, je voulais peut-être aller dans le sens de la question que vous avez posée avant sur l'énergie et les matières premières. Il y a deux tendances qui sont un peu antagonistes. La première, dans le cas des métaux, et je reprends l'exemple du cuivre puisque j'en ai un petit peu parlé précédemment, c'est une baisse des concentrations des minerais de cuivre qu'on observe au cours du temps. Ça a été montré par Patrick Landais. Au niveau mondial, disons qu'en 1900, on était à 4-5% dans les gisements de cuivre. Actuellement, on est de l'ordre du pourcent ou un petit peu moins. Donc ça demande évidemment de plus en plus d'énergie pour extraire cette quantité de cuivre. Et il y a plein de travaux qui montrent que la quantité d'énergie augmente évidemment de manière exponentielle avec la baisse de teneur. Cela dit, si on regarde des travaux qui ont été publiés dans les années 70, je pense à des travaux de Chapman, qui a publié en 1974 un très beau papier où il montrait l'évolution attendue de la quantité d'énergie qu'on devrait utiliser pour produire une tonne de cuivre, et donc on était à, on va dire, 55 gigajoules par tonne dans les années 1950. Je crois, je dis ça de tête, mais qui prédisait à peu près 80 gigajoules aujourd'hui. En fait, on est toujours à 50 gigajoules par tonne. Et donc, l'autre tendance antagoniste, c'est le milieu industriel qui fait des réels efforts, qui améliorent les technologies et qui baisse les quantités. Donc ça aussi, c'est complexe parce que c'est vachement difficile d'anticiper sur l'évolution de demain. L'acier, c'est pareil. L'acier, dans les années 50, on était à 60 gigajoules par tonne ou un petit peu moins. Actuellement, on se rapproche de 20 au niveau mondial. Donc on voit vraiment cette tendance à la diminution. L'industrie devient de plus en plus économe, de plus en plus performante, ça fait aucun doute. Après, voilà, donc la tendance. Et puis un autre problème aussi, c'est l'équipement à l'intérieur des pays producteurs. Si on prend le cas du Chili, par exemple, qui produit quand même beaucoup de cuivre au niveau mondial, la difficulté, c'est pas d'accéder à la ressource, la difficulté, c'est l'eau et c'est l'énergie. Et c'est l'énergie, c'est la capacité du pays, c'est la capacité du Chili à produire assez d'énergie qui va lui permettre d'augmenter sa production. Ça, c'est une limite d'infrastructure nationale. C'est clair, effectivement, que pour le cas du cuivre, les technologies, par exemple, sur les minerais pauvres, on le vit aussi sur l'uranium, on développe des technologies de type heap leaching sur les minerais de plus en plus pauvres, mais qui énergétiquement ne coûtent pas très cher, puisque ça dure plus longtemps. On arrose des tas de minerais, mais les coûts énergétiques sont plus faibles. Donc là, on a effectivement de la technologie qui nous permet de stabiliser ces coûts généraux, Et ça me fait dire une question là pour Patrick là sur le. On s'aperçoit qu'on a des minerais de plus en plus pauvres, et puis on a une mine urbaine de plus en plus pauvre, enfin très pauvre en termes de contenu. Se pose peut-être le problème d'une meilleure gestion de la collecte pour essayer d'avoir un pré-enrichissement, une sorte de minéralurgie humaine qui permet d'avoir une meilleure concentration via la collecte. C'est peut-être une solution à travailler. Le chiffre que je donnais sur à peu près doubler, voire tripler l'efficacité de la collecte pour les équipements électroniques, c'est le seuil en dessous duquel on ne peut pas descendre si on veut que, in fine, l'économie secondaire qui se déroule autour de ça puisse avoir une viabilité à moyen terme. Si on arrive à développer les moyens d'extraction, de séparation et de valorisation des métaux qui sont contenus dans les cartes électroniques, par exemple. Donc ça, il y a un effort tout à fait considérable à faire sur la collecte pour la valorisation, mais également pour la problématique du déchet ultime. Alors, j'essaie de m'expliquer. Il y a quand même un certain nombre d'exemples qui montrent qu'un travail optimisé sur la valorisation optimisée des résidus in fine, qu'ils soient ceux de nos biens de consommation ou de process industriels, eh bien, elle va être de plus en plus nécessaire. Alors, bon, 3 exemples. Parler des bétons. J'entends qu'il y a beaucoup de travaux sur le recyclage, sur l'efficacité de la maille de libération pour récupérer les granulats, etc. Et ça, c'est très très bien. On se retrouve face à un problème
absolument phénoménal dans les années qui vont venir, le démantèlement des installations nucléaires, en France, en Europe et dans le monde, sur la première série d'installations nucléaires. Un coût énorme autour des déchets à très faible activité, qui sont essentiellement des déchets béton. Et là, il y a un travail considérable à réaliser, parce que, au-delà de la réutilisation de granulats ou de pâtes, il y a la décontamination, il y a la réutilisation, et il y a une réflexion autour de ça. Premier point. Le deuxième point, la sensibilité environnementale par rapport aux résidus miniers au sens très large du terme. On sent qu'elle est de plus en plus prégnante, qu'elle est de plus en plus intense, et que ces déchets, alors je ne sais pas si on peut les appeler ultimes, mais ces déchets presque ultimes, ils réveillent très fréquemment, non seulement en Europe, mais autre part, un certain nombre de sensibilités sur lesquelles vraiment on a devoir de s'interroger. La première image qui a été projetée ce matin, c'était celle de Salsigne. Je crois qu'on a été amené à réfléchir considérablement autour de Salsigne au cours de ces dernières années pour essayer d'apporter les meilleures solutions possibles. Et puis enfin, le dernier point, c'est autour des process et les déchets ultimes qui s'évacuent autour du process. Alors, en ce moment, il y a un peu, je dirais, une question d'actualité en France, sont les boues rouges en Méditerranée. Et c'est lié cette fois à l'aluminium. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que l'analyse de sûreté, l'analyse d'impact a été menée jusqu'au bout? Et finalement, est-ce que le process doit être modifié? Est-ce qu'on est capable de vivre avec cet impact? Très compliqué, mais on voit bien qu'il y a une sensibilité environnementale très forte qui se déroule sur le déchet ultime, sur des déchets semi-ultimes, sur des déchets qui s'échappent du cycle primaire et que l'on ne contrôle pas obligatoirement. Et puis enfin, ce qui viendra inévitablement, c'est cette affaire de la mine urbaine, parce qu'on ne saura pas gérer ces choses-là éternellement. Et les masses de métaux lourds ou de métaux qui peuvent être éventuellement toxiques ou écotoxiques, qui s'amasseront, s'ils ne sont pas traités, poseront un jour ou l'autre un problème. Donc je crois qu'on a un engagement auquel on va devoir faire face pour tout un ensemble de raisons, et qui fait que le développement de ce que l'on a réalisé pour l'extraction et la valorisation des métaux primaires, on va devoir le faire pour la mine secondaire et la mine urbaine au sens large du terme. On a parlé de développement, de co-développement. Quand on regarde, j'étais très surpris par la présentation là, de Frédéric là, sur enfin, c'est plutôt sa conclusion, où on se dirige vers des argiles de synthèse. Donc, est-ce que ce ne serait pas un moyen aussi de rapprocher certaines industries qui peuvent fournir d'un côté le CO2, d'un côté la chaux, d'un côté la soude, pour arriver à des produits de synthèse de meilleure qualité et qui donnent des rendements meilleurs et de meilleure satisfaction sur les produits? Il existe plusieurs stratégies pour, on va dire, essayer de valoriser de co-valoriser des déchets, en fait, qui ne sont pas obligatoirement pour aller vers des produits de synthèse de meilleure qualité. Il y a des exemples qui ont été traités récemment, par exemple sur des résidus miniers de schiste, qui ont été co-traités avec des bouts de stations d'épuration pour faire des produits, on va dire, des expansés thermiques d'argile utilisables en génie civil, par exemple. Donc là, il y a un certain nombre de pistes autour de ça, qui est finalement d'additionner des pénalités pour essayer de gagner en fait sur l'environnement et sur le développement durable. Donc ça, c'est une piste qui est utilisée, qui est travaillée. Après, comme on a dit, le recyclage, une des grandes difficultés du recyclage, c'est le raffinage final. Et je pense qu'il y a un certain nombre de cas où on n'est pas prêt d'aller vers des qualités suffisamment raffinées pour aller refaire des produits de haut grade. Donc, bien sûr qu'il faut y penser, bien sûr qu'il faut tendre vers ça. Il y a encore une marge énorme. Et peut-être qu'il faut encore continuer à travailler sur des solutions intermédiaires à partir de là. On a aussi bien sur les déchets que sur tous les résidus et autour de la mine, on a évoqué l'eau, on a évoqué aussi un petit peu, mais c'est tout aussi prégnant, les fines particules. L'un de nous l'a dit tout à l'heure aussi, la séparation des fines particules est un enjeu particulièrement important. On voit effectivement sur les ciments, c'est un problème important.
Faut-il s'entendre sur la notion de fines particules? On a eu un débat récent sur le propos des nanomatériaux. Les fines particules, pour nous, c'est de l'ordre du micron. Alors, en volume, tout est savoir comment on caractérise, si on caractérise en volume ou en nombre de particules. Et effectivement, nos travaux se font en volume, hein, d'optimisation de structures compactes. C'est de l'optimisation granulaire, on appelle ça comme ça, et on travaille en volume. Donc là, nous, l'optimum, en fait, la distribution granulométrique d'un ciment, c'est entre 1 micron et 100 microns. Maintenant, si on travaille en nombre et qu'on fait la même distribution, ben, on trouve une distribution gaussienne, ce qui n'était pas le cas en volume, qui est centrée sur 200 nanomètres, donc 0,2 microns. Alors, au sens de la réglementation actuelle, pour être considéré comme nano, il faut plus de 50% de particules de taille inférieure à 0,1 micron, à 100 nanomètres. Donc, comme on est essentiellement à 200 microns et qu'on a une distribution qui est extrêmement serrée, au sens du décret, on n'est pas considéré comme nano. Il suffirait de bouger un petit peu la limite et on risquerait bien de tomber dans la marmite. Mais effectivement, cette notion de séparation de particules, pour nous, c'est effectivement important puisqu'on travaille le particle packing, donc l'assemblage, et le principe a été en fait donné il y a pratiquement 100 ans par Albert Cacot, qui a défini les premières règles de composition granulaire. Et le principe, c'est de dire, on a des grosses particules, elles s'assemblent entre elles, elles vont laisser des vides, et on va remplir ces vides par des particules plus petites, et ainsi de suite. On a appliqué ça pour la formulation des bétons, et pour aboutir au béton fibré ultra haute performance dont je parlais tout à l'heure, on a appliqué le même principe, mais vers les fines particules. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que le ciment pouvant être considéré comme fin, mais pas tant que ça, et donc on avait encore de la place pour aller remplir les vides, et c'est comme ça qu'on fait des structures qui sont extrêmement compactes et qui ont cette résistance et cette durabilité au sens durabilité de la construction. C'est-à-dire haute résistance à la carbonatation de l'air, le béton se carbonate, et la carbonatation finit par aboutir à une corrosion des armatures. On fait tout ça finalement, pas pour notre matériau, mais pour l'acier qu'on met dedans. Voilà. Mais ces structures extrêmement compactes résistent aussi à la pénétration des chlorures, résistent aussi à la pénétration des agents agressifs, comme les sulfates. On parlait des argiles gonflantes tout à l'heure. On sait faire des bétons gonflants. Si on les bourre de sulfate, ça va gonfler. On est en pleine durabilité. On est en pleine durabilité, absolument.